Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va voir ensemble le troisième chapitre. On va continuer avec le troisième chapitre qui est des règlements généraux sur la loi sur la protection du consommateur. On va parler de cette loi, de ces décrets, de ces arrêtés. On va expliquer bien cette loi. Donc, la loi du consommateur numéro 9.3 du 29 Safar 1430 correspond au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes. Donc, donc cette loi, la répression des fraudes, désigne l'ensemble des mesures et des actions prises par l'État pour lutter contre les pratiques commerciales, illégales et protéger les consommateurs. C'est ça la répression des fraudes. Donc son objectif, c'est de fixer les règles applicables en matière de protection du consommateur et de répression des fraudes. Donc, on va débuter par les principes de base. Les principes de base de cette loi. Donc, premièrement, c'est cette loi garantit contre tout risque d'atteinte à la santé, la sécurité du consommateur. Donc, par exemple, le retrait d'un lot de yaourt, par exemple, contaminé dans le marché. Supposons qu'une entreprise agroalimentaire, par exemple, commercialise un yaourt. Après plusieurs plaintes de consommateurs souffrant de troubles digestifs, une analyse relève que certains lots sont contaminés par une bactérie telle que Salmonella, par exemple. Donc, les mesures prises dans le marché, les mesures prises par les autorités, premièrement, ils vont faire un rappel immédiat des produits du marché. Deuxièmement, la communication aux consommateurs pour les avertir du danger. Et troisième mesure, c'est la sanction contre l'entreprise si elle a négligé les normes de sécurité. C'est ça les mesures prises par les autorités. C'est un exemple de la commercialisation du yaourt, par exemple. Pour le premier pas. Donc, je vais accepter à chaque fois. Je vais accepter vos camarades et je vais continuer. Donc, deuxièmement, concernant la conformité du produit aux normes réglementaires caractérisant le produit ou le service, c'est-à-dire donc la conformité d'un produit signifie donc qu'il respecte les normes et les réglementations en vigueur qui définissent ses caractéristiques en termes de qualité, de sécurité et de performance. Donc, ces normes sont établies par l'État ou par des organismes spécialisés pour protéger les consommateurs et pour garantir un usage donc sans danger des produits et des services. C'est ça la conformité des produits. Donc, troisièmement, répondre à l'atteinte légitime du consommateur, c'est-à-dire l'atteinte légitime du consommateur. L'atteinte légitime donc, du consommateur signifie que lorsqu'une personne achète un produit ou un service, elle s'attend naturellement à ce que celui-ci fonctionne, donc s'il fonctionne correctement, soit conforme et sa description et ne présente aucun danger. D'accord, c'est ça, répondre à la légitime du consommateur. Donc, cela repose sur plusieurs principes fondamentaux. Premièrement, c'est la qualité
et la fiabilité. Le produit doit remplir la fonction pour laquelle il est vendu. Deuxièmement, la sécurité, comme on a dit, il ne doit pas présenter de risques, comme on a parlé de l'exemple de salmonella dans le yaourt, présenter pour la santé du consommateur. Troisièmement, la conformité aux engagements du vendeur. Donc, il doit correspondre aux informations données, la publicité, l'étiquette, donc, et le manuel d'utilisation. Chaque produit sur le marché doit contenir un manuel d'utilisation, des étiquettes et leur publicité. Alors, quatrièmement, l'autocontrôle. Qu'est-ce que ça veut dire, autocontrôle? Donc, l'autocontrôle, c'est un système de vérification interne mis en place par les producteurs, fabricants ou commerçants pour s'assurer que leurs produits ou services respectent les normes de qualité, de sécurité et de conformité avant d'être mises sur le marché. C'est ça l'autocontrôle. C'est la vérification interne des producteurs et des fabricants. D'accord? On peut parler aussi de la surveillance volontaire. Le terme autocontrôle, on peut le appeler, c'est la surveillance volontaire par les entreprises elles-mêmes sans attendre par exemple l'autorité de faire le contrôle. Donc c'est un contrôle manuel. Contrôle interne, surveillance volontaire interne. D'accord? Donc, on passe maintenant à la garantie de plein droit. Ça veut dire, c'est quoi la garantie? Je vais accepter vos camarades et je vais continuer. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que ça veut dire la garantie de plein droit? La garantie de plein droit signifie que le vendeur, ou bien le fabricant, est obligé par la loi d'assurer que le produit ou le service vendu est conforme, fonctionnel et sécurisé. C'est ça la garantie, sans que le consommateur ait à payer un supplément pour cette garantie. Il y a la garantie de plein droit. Donc, le principe de base, on a terminé les premiers. Donc, on va continuer avec le principe de base. L'explication des principes de base. Donc, l'habilitation des agents de la répression des fraudes, c'est-à-dire conditionnés et assermentés. Essayez de se concentrer dans cette partie. Donc, je vais expliquer en détail ce que ça veut dire commissionné et assermenté en détail. Donc, en Algérie, ici en Algérie, donc la répression des fraudes est assurée par des agents de contrôle spécialisés. Vous voyez quand dans le marché, ou les entreprises, il y a des agents de contrôle qui passent de temps en temps pour contrôler les marchandises, pour contrôler le marché. Donc, ces agents de contrôle spécialisés qui ont pour mission de surveiller et de sanctionner les infractions liées à la qualité des produits, à la protection du consommateur. Donc, ces agents doivent être habilités pour exercer leurs fonctions légalement. C'est-à-dire que ces agents sont habilités par les autorités pour exercer légalement leur mission. Donc, ces agents doivent être habilités, ce qui signifie qu'ils doivent obtenir une autorisation officielle pour intervenir sur le terrain. Les agents de contrôle doivent obtenir une autorisation officielle. Donc, ces agents sont deux types. On a deux types d'agents. Il y a les agents commissionnés, qu'est-ce qu'ils font, et on a les agents assermentés. Les agents commissionnés ont pour mission donc de désigner
par l'administration. Ils sont désignés par l'administration. Par exemple, le ministre du Commerce. Leur commission leur permet d'exercer des missions de contrôle et d'inspection. Ils peuvent demander des documents aux commerçants et exiger des explications. Donc, c'est ça, les agents commissionnés. Deuxièmement, les agents assermentés. Ces agents prêtent serment devant un tribunal, c'est-à-dire, donc, cette assermentation leur donne le pouvoir légal de constater les infractions et de dresser les procès-verbaux ayant une valeur juridique. C'est-à-dire, donc ils peuvent saisir les produits, c'est-à-dire ils peuvent saisir les produits, fermer des commerces et engager des poursuites judiciaires. Donc, les agents assermentés. Donc, un agent, la différence entre les deux, un agent commissionné peut contrôler, mais seul l'agent assermenté peut adresser un PV officiel et engager les sanctions. C'est ça la différence entre agent commissionné et agent assermenté. D'accord? Donc, on passe maintenant au... Donc, on passe maintenant aux mesures préventives aux répressions des fraudes. C'est-à-dire, c'est quoi les mesures préventives en répression des fraudes? Donc, les autorités chargées de la répression des fraudes et de la protection du consommateur peuvent prendre plusieurs mesures préventives. Donc, en cas de non-conformité, de fraude ou de danger pour la santé publique. Ces mesures visent à éviter donc, que les produits ou bien les services dangereux ou frauduleux ne soient consommés et à sanctionner les entreprises ou les commerçants fautifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Les mesures à dos, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'autorité algérienne, qu'est-ce qu'elle fait pour répressionner les fraudes? Premièrement, elle va faire le retrait du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? L'entreprise est obligée de retirer donc, le produit sur le marché si celui-ci ne respecte pas les normes ou bien présente un danger. Bien sûr, on va prendre l'exemple d'une marque de lait. On a pris l'exemple du yaourt. Maintenant, on va prendre, par exemple, le marque de lait découvre une contamination bactérienne. Comme on a dit, on a pris l'exemple du yaourt, contaminé par la bactérie du salmonelle. Premièrement, on a dit le retrait du produit sur le marché. Deuxièmement, la réorientation du produit, c'est-à-dire elle va orienter le produit, elle va le diriger vers un autre usage au lieu d'être vendu au consommateur. S'il y a une possibilité. Donc, par exemple, des fruits jugés impropres à la contamination humaine peuvent être transformés, par exemple, des aliments pour les animaux. D'accord? Donc, c'est un exemple. La réorientation des produits. Troisièmement, elle peut aussi le changement de destination, c'est-à-dire un produit peut être réaffecté à un autre usage plutôt que d'être jeté. Par exemple, un lot de farine destiné à la boulangerie industrielle mais jugé non conforme pour des raisons de qualité, pourrait être réutilisé pour la production de biogaz ou de compost. C'est-à-dire, on ne va pas le jeter comme ça dans l'environnement, on va le réutiliser d'une autre façon quand on prend comme biogaz ou bien de compost. Quatrièmement, la destruction du produit. Donc, lorsque le produit est dangereux et irrécupérable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le récupérer, il doit être détruit. Donc, par exemple, le stock des médicaments périmé donc, est saisi et incinéré pour éviter
tout risque sanitaire. D'accord? Donc, elle peut aussi saisir les produits. Elle peut saisir les produits. Donc, les agents de la répression des fraudes peuvent saisir un produit non conforme pour empêcher sa commercialisation, bien sûr. Par exemple, un entrepôt vend des cosmétiques, par exemple des cosmétiques contenant des substances interdites. Il faut saisir les produits avant de leur mise en vente. C'est-à-dire, il faut le retirer du marché et saisir les produits. Donc, elle peut aussi, elle peut faire en cas d'infraction grave, une entreprise ou de commerce peut être fermé temporairement par décision administrative. Donc, c'est une suspension temporaire de l'activité. Ils vont arrêter temporairement, bien fermer temporairement par décision administrative. On va prendre l'exemple d'un restaurant. Elle est contrôlée et trouvée en situation d'hygiène déplorable. L'hygiène n'est pas bien nettoyée ou bien trouver des choses qui sont polluées, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la suspension temporaire de l'activité, c'est-à-dire de faire la fermeture pour la mise en conformité avant la réouverture. Aussi, elle peut faire d'autres sanctions, bien de mesures correctives, par exemple l'obligation pour l'entreprise d'obliger, ou bien de corriger une non-conformité sous peine de sanctions, c'est-à-dire en cas par exemple de fraude grave ou récidive, l'autorité elle va faire des amendes et poursuivre et poursuites judiciaires. L'entreprise elle va payer et elle va être sous peine de sanctions. Donc, aussi, on continue avec les principes de base de la loi du consommateur. Donc, le droit des associations. Le droit des associations de consommateurs régulièrement constituées d'exercer donc les droits en faveur du consommateur. Donc, en Algérie, les associations de consommateurs jouent un rôle clé dans la protection des droits du consommateur et de la lutte contre les pratiques frauduleuses. C'est ce qu'on a parlé dans le troisième principe. Donc, elles ont le droit d'agir en justice pour défendre les intérêts des consommateurs, les associations de consommateurs. Ils ont quoi? Ils ont le droit d'agir en justice pour défendre les intérêts des consommateurs et s'assurer que les entreprises respectent les lois en vigueur. Ce sont des organisations non gouvernementales, donc créées pourquoi? Ils sont créés pour informer et sensibiliser les consommateurs sur leurs droits, pour donc les alerter ou bien pour alerter les autorités en cas de pratiques abusives, d'aider les consommateurs à résoudre les litiges avec des entreprises, à engager aussi des actions en justice contre les pratiques frauduleuses ou bien dangereuses. On peut prendre l'exemple ici d'une commission de l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement. Elle est appelée APOCE. C'est une association très active dans la défense des consommateurs en Algérie. Donc, on va continuer avec les principes de base de cette loi. On va continuer l'explication des principaux textes. On va passer ici on a terminé les principes de base. On va passer ici aux principaux textes réglementaires. Donc, les textes réglementaires
de cette loi. Qu'est-ce qui vient après la loi? Après la loi, on va voir les décrets. On va débuter par le décret numéro 13 378 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l'information du consommateur. Donc en Algérie, il s'applique à tous les biens et services destinés à la consommation, quelle que soit l'origine ou la provenance. Donc l'objectif principal, c'est de garantir le droit du consommateur à une information claire. Le consommateur a le droit d'être informé et l'information qu'il reçoit soit claire et précise et complète sur le produit et le service proposé. Le contenu de cette information, le décret, donc ce décret est très important. Donc le contenu de l'information qui doit être connu par le consommateur, premièrement, c'est la nature et les caractéristiques du produit ou des services. Donc le consommateur doit être informé sur la composition, les ingrédients, les fonctionnalités et les spécificités du produit ou bien du service. Donc aussi, le consommateur le prix du produit doit être affiché de manière visible et compréhensible, incluant toutes les taxes applicables. Premièrement, la nature du produit. Deuxièmement, le prix. Troisièmement, les conditions d'utilisation. C'est troisième information qui doit être connue par le consommateur. Les conditions d'utilisation. Les instructions ou modes d'emploi doivent être fournis pour assurer une utilisation correcte et sécurisée du produit ou de service. Aussi, les risques potentiels, les risques du produit, toute mise en garde, par exemple, en précaution d'emploi, doit être clairement indiquée, notamment si le produit présente des dangers pour la santé ou la sécurité à des doses élevées ou bien à une dose bien précise. Donc, c'est les risques potentiels. Donc, les producteurs et les importateurs, les distributeurs, aussi les vendeurs, sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires pour permettre aux consommateurs de faire un choix éclairé. Ils doivent donc s'assurer que les informations fournies sont exactes, vérifiables et présentes en langue arabe. Ici, en Algérie, normalement, chaque produit a une partie de langue arabe parce que c'est la première langue utilisée en Algérie par la loi. Donc, conformément à la législation en vigueur. D'accord? C'est le décret. Donc, le décret qui fixe les conditions et les modalités relatives à l'information. C'est-à-dire, le consommateur doit savoir quelques informations sur le produit. Deuxièmement, le deuxième décret, le décret exécutif numéro 12-214 du 15 mai 2012 établit les conditions et modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées destinées à la consommation humaine en Algérie. Donc, en Algérie, son objectif, le décret Hadaya, son objectif, c'est d'assurer que l'utilisation des additifs alimentaires, ce sont les ajoutés alimentaires pour améliorer le goût, bien la couleur ou autre, ne présentent aucun danger. Donc, ces additifs ne présentent aucun danger pour la santé humaine et ne trompent pas le consommateur. Donc, ce décret, les points les plus importants dans ce décret, ils ont défini les additifs alimentaires. C'est quoi l'additif alimentaire? Elle est définie c'est une substance ajoutée intentionnellement aux denrées alimentaires pour des fins technologiques,
agronoleptiques ou bien de conservation. Les additifs alimentaires, ce sont des additifs ajoutés, comme on a dit, pour améliorer le goût, améliorer changer de couleur, etc. Ou bien pour le conserver. On va les voir en détail après ce chapitre, des additifs alimentaires et ses définitions. Donc, aussi, le deuxième point clair dans ce décret, c'est la liste, ils ont donné la liste des additifs autorisés. Donc, seuls les additifs figurant dans les annexes A, donc ce décret a des annexes. Ces annexes ont une liste des additifs alimentaires. Donc, ils sont mentionnés dans cette annexe qui est bien après ce décret. D'accord? Donc, je vais accepter vos camarades et on va continuer. D'accord? On va continuer. Donc, on est arrivé au décret d'utilisation. On n'a pas terminé l'utilisation des additifs. On va continuer. Aussi, ce décret donne en spécialise les conditions d'utilisation de ces additifs. Les additifs doivent être utilisés conformément aux doses maximales fixées et ne doivent pas masquer l'utilisation des ingrédients de mauvaise qualité, c'est-à-dire les additifs, des fois les additifs alimentaires sont un peu, ils vont être utilisés d'une façon à ne pas, pour ne pas être danger pour le consommateur. D'accord? Donc aussi les critères de pureté. Les additifs donc, doivent répondre aux spécialisations ou bien de spécifications de pureté établies par les normes algériennes et internationales. D'accord? On va avoir les normes, le système de normalisation dans le dernier chapitre. L'étiquetage. Il faut étiqueter les denrées contenant des additifs alimentaires doivent mentionner clairement leur présence sur l'emballage, sur l'étiquette ou de l'emballage. D'accord? Donc, ce décret a trois annexes. Le premier annexe contient la liste des additifs autorisés avec leur dose maximale. Deuxième annexe, les denrées contient les denrées alimentaires dans lesquelles l'utilisation de certains additifs est interdite. Et le troisième annexe contient les critères de pureté spécifiques pour certains additifs. D'accord? Ce décret est très important pour la commercialisation, bien pour les conditions d'utilisation des additifs alimentaires. Donc, il est très important, c'est pour ça qu'on a détaillé l'explication. On passe maintenant au décret. On continue avec les principes réglementaires. Les principaux textes réglementaires, le décret. Donc, on va parler du décret numéro 90 39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et la répression de fraude. On a parlé de la loi. Donc, ce décret est un texte fondamental en Algérie qui établit les règles relatives au contrôle de la qualité et la répression des fraudes. Donc, ce décret vise à assurer que les produits et les services offerts aux consommateurs répondent aux normes de qualité reprises et à prévenir les pratiques frauduleuses sur le marché. Ces objectifs sont, premièrement, principaux du décret, c'est d'assurer la qualité des produits et services. Le décret donc établit, je m'excuse, donc je vais
Donc, on va continuer avec les objectifs principaux du décret du 90-39. Donc, cet objectif est, a pour objectif, ces objectifs sont d'assurer la qualité des produits et des services. Donc, le décret établit des mécanismes pour vérifier que les produits et les services proposés aux consommateurs respectent les normes de qualité établies. Aussi, de protéger les consommateurs en garantissant que le produit et le service sont conformes. Donc, aussi de lutter contre les fraudes. Donc, les mécanismes de contrôle, comme ce décret fixe les mécanismes de contrôle, premièrement, l'inspection et la vérification. Donc, les autorités compétentes sont habilitées à effectuer des contrôles sur les lieux de production, de stockage. Comme on a dit, la loi, ici, on explique. On a parlé avant de la loi, on a détaillé un peu, on a parlé de 7 points. Ici, on explique en détail. Donc, l'inspection et la vérification, les autorités compétentes sont habilitées à effectuer des contrôles sur les lieux de production, de stockage, de distribution et de vente pour s'assurer de la conformité des produits et des services. Deuxièmement, le prélèvement des échantillons. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des échantillons de produits qui peuvent être prélevés pour analyse afin de vérifier leur conformité aux normes établies. Analyse en laboratoire agréé. Troisièmement, l'analyse de ces échantillons dans des laboratoires agréés. Les produits suspects sont soumis à des tests dans les laboratoires accrédités pour évaluer la qualité et la sécurité de ces produits. On passe maintenant au décret du... on continue avec les décrets. Continue avec les décrets, donc, on va parler. Ici, donc, le décret numéro 92-25 du 13 janvier 1992 relative aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux. Donc, les points abordés dans ce décret, dans le décret, donc, c'est la définition des matériaux concernés. Donc, cela inclut le plastique, le verre, le métal, les céramiques, et le papier, le carton et d'autres matériaux pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires. Donc, l'obligation des fabricants, les matériaux doivent être conformes aux normes de sécurité définies par la réglementation. Le test et contrôle des analyses doivent être effectués pour vérifier que les matériaux respectent les exigences sanitaires. L'utilisation des produits de nettoyage, ceux-ci doivent être donc adaptés et ne pas laisser de résidus dangereux sur les surfaces en contact avec les aliments. Et dernièrement, la sanction en cas de non-respect de ces mesures qui peuvent être prises contre le fabricant ou bien le distributeur qui ne respecte pas la réglementation. D'accord? Et concernant le décret du 13 janvier. On passe maintenant au décret 91, le décret 91-53 relatif aux conditions d'hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires. Donc, c'est les principaux points abordés dans ce décret, c'est les conditions d'hygiène générales, par exemple les locaux,
les équipements et les outils utilisés dans la production et la manipulation des aliments doivent être propres et conformes aux normes sanitaires. Deuxièmement, l'hygiène du personnel. Les employés manipulant des aliments doivent être respecter des règles strictes d'hygiène, par exemple lavage des mains, porte de tenue adaptée, la formation d'hygiène alimentaire, le stockage et la conservation. Donc les denrées alimentaires doivent être stockées dans des conditions appropriées pour éviter toute contamination ou détérioration, telles que les températures, l'humidité, la séparation des aliments crus et cuits. Aussi, le transport des aliments. Le transport des aliments, les moyens de transport doivent garantir que le denrée alimentaire ne soit pas exposé à des conditions insalubres. Par exemple, des jus transportés euh, dans des camions, bien euh, non couvertes au soleil, c'est interdit. Le contrôle sanitaire. Des inspections peuvent être menées pour vérifier le respect des règles d'hygiène. Ils vont faire bien sûr le contrôle. Aussi, dernièrement, la sanction en cas aussi de non-respect. Des mesures peuvent être prises à l'encontre des établissements non respectant pas les règles, les amendes, bien les fermetures. Donc ça concerne le décret numéro 91. On continue avec le décret numéro 92 du 13 janvier 1992 établit les conditions et modalités d'utilisation des additifs dans les produits alimentaires. Donc, ici, euh, 7 octobre, non, les conditions les additifs alimentaires, oui. Donc, je pensais que j'ai répété le décret. Donc, ce décret est en Algérie. Donc, son objectif, c'est de garantir que l'usage des additifs alimentaires ne présente aucun risque pour la santé des consommateurs et qu'il respecte les normes de sécurité et de qualité. Les principaux points abordés dans ce décret, la définition des additifs alimentaires, la liste on a parlé de ce décret avant, il est répété. Voilà, on a parlé de ce décret avant. On va continuer avec le décret de 7 octobre 2004 établit les principes relatifs à l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires en Algérie. Donc, euh, il vise à protéger la santé humaine et animale et végétale tout en fabriquant ou bien facilitant le commerce des produits alimentaires et agricoles. L'objectif de ce décret, c'est d'assurer la sécurité sanitaire des aliments destinés à la consommation humaine et animale, de prévenir et contrôler les risques liés aux maladies animales et aux organismes nuisibles aux végétaux, aussi d'harmoniser les mesures sanitaires et phytosanitaires avec les normes internationales, comme celles de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, de faciliter les échanges commerciaux en garantissant que le produit respecte les standards sanitaires et phytosanitaires. Donc les principaux points abordés dans ce décret, la définition des mesures sanitaires et phytosanitaires, c'est quoi les mesures Il s'agit de réglementations visant à protéger la santé des consommateurs, des animaux et des végétaux contre les dangers biologiques, chimiques ou bien physiques. Deuxièmement, l'élaboration des mesures. Les mesures doivent être basées sur des principes scientifiques reconnus en accord avec les normes internationales, codex alimentaire,
OEI, de santé animale, etc. L'adoption est mise en œuvre, l'État définit et applique les mesures de prévention et de contrôle contre les maladies et contaminations des aliments, des animaux et des plantes. La surveillance et le contrôle des inspections et des analyses sont effectués pour s'assurer du respect des normes sanitaires et phytosanitaires. Aussi, mesures d'urgence en cas de risque sanitaire ou phytosanitaire grave, épidémie ou bien contamination alimentaire, infection de culture. Des mesures immédiates peuvent être mises en place, l'interdiction de l'importation, la destruction de produits contaminés, aussi la coopération internationale. Le décret prévoit donc une collaboration avec les organisations internationales et les autres pays pour harmoniser les standards et garantir la sécurité et les échanges. Donc, on a terminé avec les décrets de cette loi. On a expliqué chaque décret et on a donné les principaux points abordés dans les décrets. Aussi, on a parlé de quelques exemples et on va passer maintenant au autocontrôle, le contrôle alimentaire. Donc, le contrôle alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire un contrôle alimentaire? Donc, ce contrôle est très important. Il est très important, pourquoi? Pour s'assurer que la loi, s'assurer que le consommateur soit en sécurité. Donc, d'appliquer la loi du consommateur. Ce contrôle, l'importance de cette loi, de ce contrôle alimentaire, il, donc, il, donc, il assure la conformité par le système du contrôle alimentaire. On a parlé de l'autocontrôle et le système de contrôle par les autorités. On a deux types pour la conformité. Aussi, pour la protection, concernant la protection, on doit protéger les consommateurs, santé et droits publics. Et concernant la loyauté, c'est-à-dire d'assurer la loyauté et la transaction commerciale. C'est ce qu'on a parlé dans les décrets et en détail, avec les exemples. Donc, on a parlé des objectifs du droit, bien la protection du consommateur. C'est quoi? C'est de préserver la sécurité physique et la santé du consommateur et de fixer les règles générales relatives à la protection du consommateur dans toutes circonstances. Le produit ou le service doit satisfaire à l'attente légitime du consommateur. C'est ce qu'on a parlé avant et on a expliqué en détail les objectifs de cette loi. Donc, pourquoi? Donc, ces objectifs alimentaires, euh, les objectifs alimentaires de cette loi est pour objectif de réduction, de réduire les pertes, de, euh, de, de laisser ou bien euh, la disponibilité des denrées alimentaires dans le marché, d'élever la disponibilité, aussi la sécurité alimentaire. Ce sont les trois points, les principaux trois points, ou bien trois objectifs de cette loi. Premièrement, la réduction des pertes, la disponibilité des denrées alimentaires et la sécurité alimentaire. Aussi, ici, on parle des droits du consommateur. Donc, lorsque le consommateur s'efforce à choisir le meilleur produit, donc c'est quoi? Donc, pourquoi le rôle du consommateur est important? Donc, le consommateur doit agir lorsqu'il trouve quelque chose qui vient un produit qui n'est pas euh, qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas conforme dans le marché. Donc, il doit agir pour améliorer la qualité des produits dans le marché. Donc, lorsque le consommateur s'efforce à choisir le meilleur produit au meilleur prix,
il va naturellement faire le tri entre le bon et le mauvais, vendeur, ainsi d'obliger les mauvais à modifier leur comportement, de créer aussi une concurrence entre les commerçants pour mettre sur le marché les produits de qualité et gagner une large clientèle, d'aider les autorités de contrôle qui sont là pour faire respecter ces obligations, effectuer le contrôle ou le autocontrôle et appliquer les sanctions. Aussi, les consommateurs peuvent contribuer à l'amélioration du marché et leur propre, bien sûr, protection. Ils deviennent des conso-acteurs. Et ça veut dire conso-acteurs, les consommateurs qui contribuent à l'amélioration du marché. Donc, donc, on a terminé pour aujourd'hui pour ne pas mettre pour ne pas faire un vidéo long pour pouvoir le enregistrer. Donc, on va continuer la loi du consommateur avec le guide du consommateur algérien la semaine prochaine. Donc, à la prochaine, Inch'Allah, pour l'enregistrer.